En France, plus de 10% des couples sont confrontés à une infertilité. Et chaque année, plus de 25 000 enfants naissent par PMA, procréation médicalement assistée. Voilà plus de 10 ans que j'accompagne des femmes et des hommes dans ces longs parcours. 10 ans que je m'intéresse à cet univers de la PMA, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments. De toutes ces années à travailler auprès des équipes médicales, à accompagner mes patients, j'ai eu envie de faire un podcast. Je suis Rachel Trèves, je suis psychologue et vous écoutez Parcours. J'ai rencontré Solène lorsque j'intervenais dans une clinique de fertilité. Elle avait 34 ans et partageait la vie d'Henri depuis 13 ans. Cela fait plus de 5 ans qu'avec son conjoint, ils ont engagé un parcours PMA. Je me souviens avoir toujours eu envie d'enfant, étant fille unique en plus. J'ai aussi de temps en temps eu envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc voilà, ça m'a toujours plu. Mais ça a toujours été une envie. Je me suis jamais posé de questions sur ce sujet particulier, mais en tout cas, je savais que j'aurais des enfants. À l'âge de mes 31 ans, j'ai décidé d'arrêter la pilule. On a essayé pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, quand même, comme j'avais plus de 30 ans, je suis allée voir une gynécologue qui nous a fait faire des examens, qui rapidement nous a dirigés vers quelqu'un de plus spécialisé dans la procréation médicalement assistée. Donc, on a entamé directement une insémination artificielle. Je fais une première insémination il y a maintenant 5 ans. Et malheureusement, je fais une grossesse extra-utérine, décelée très tôt, heureusement, avec donc un traitement pour que l'embryon puisse partir. Et donc après cet échec, on me dirige directement vers une FIV. Solène et Henri sont orientés vers un spécialiste de l'infertilité. Ils tentent 2 FIV et 5 transferts d'embryons. Pas un seul test de grossesse ne revient positif. Le couple multiplie les protocoles de FIV et pendant plus de 2 ans, Solène fait 8 nouveaux transferts d'embryons, toujours sans aucun succès. Après un échec, on est triste. On est aussi très en colère, puisqu'on trouve ça injuste. Et en ce qui me concerne, on a toujours un espoir quand même de se dire, mais il reste encore des tentatives. Et donc, comme les médecins me l'ont dit, ça va marcher. C'est ces situations aussi où on est en situation d'échec et on se dit est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Virginie Barollange, biologiste de la reproduction à l'hôpital Cochin. C'est le cœur aussi de nos staffs de multidisciplinaires de réflexion. C'est qu'on réfléchit sur les cas compliqués, les situations d'échec. Que faire pour augmenter les chances ou essayer de sortir de cette situation d'échec ? Et une des solutions, c'est d'arrêter aussi. Et on sait très bien qu'on n'est jamais sûr que la prochaine tentative ne marchera pas. Mais primum non nocere, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on ne fait pas plus de mal en continuant en s'arrêtant. Malgré ces échecs répétés et la fatigue physique et morale, Solène et Henri décident de tenter une autre méthode, le don d'ovocytes. Donc on est allé en Espagne. Il y a un rendez-vous qui a été donné 3 mois après notre premier contact. C'est très bien passé. Et puis, 3 mois après, on nous a appelés pour nous dire qu'il y avait une donneuse qui correspondait. Et donc, il y avait des allers-retours à faire en Espagne pour des prélèvements. Après le premier prélèvement de spermatozoïdes, on a rappelé Henri en lui disant que la ponction de la donneuse n'avait pas fonctionné. Donc ça a été vraiment la douche froide, ce qui en tout cas dans notre tête était la solution miracle, était à nouveau un échec très très tôt, puisque dès le début il y avait un obstacle qui a priori n'arrive quasiment jamais avec les donneuses d'ovocytes sélectionnées. Donc on nous a dit qu'on nous rappellerait quand
quand il y aurait une nouvelle donneuse. Et on nous a rappelé extrêmement vite, donc ce qui m'a un peu perturbée. Et on y est allé. Il y a eu trois embryons qui ont pu être congelés. Et j'ai pu, un mois après, faire un premier transfert d'embryon, donc avec don d'ovocytes. Et donc j'ai eu le transfert, ça s'est très bien passé. On est remonté le lendemain. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, on se dit aussi, au final, c'est peut-être moi aussi, purement moi, mon corps ou ma tête qui fonctionne pas sur cette envie d'avoir un enfant. Et donc, il y avait vraiment cet échec. Je me dis, j'abandonne et je me dis, il faut pour te protéger et te sauver, il faut que tu commences à faire le deuil d'avoir un enfant. Le désir d'enfant peut-il conduire à un acharnement préjudiciable pour le couple ? Faut-il, malgré les échecs, continuer coûte que coûte ? Si certains médecins permettent de trop nombreuses tentatives, d'autres font résonner la voix de la raison, celle qui dit stop, mais qu'on ne peut pas toujours entendre. Il y a des couples qui ont une histoire d'infertilité très longue. Valérie Blanchet, sage-femme à l'hôpital Cochin. Qui sont passés d'abord en ville, voir des gynécologues, qui ont fait des tentatives de cycle un peu stimulés pour essayer de cibler une ovulation, qui ont fait des inséminations en ville, puis après qui viennent dans les centres, qui font quelques inséminations, des fécondations in vitro, puis on s'aperçoit qu'il y a une réponse qui n'est peut-être pas optimale et on leur propose un don d'ovocytes. C'est vrai que je pense que c'est difficile pour les couples ou pour l'équipe médicale d'un moment dire stop. Parce qu'on s'est aperçu que quand on disait stop, il y a des couples qui reviennent nous voir. On dit, ah, vous voyez, vous m'avez dit stop, mais en fin de compte, j'ai réussi, ou j'ai eu une grossesse naturelle, ou je suis allée ailleurs, j'ai fini par avoir une grossesse. Donc, le moment où il faut essayer de dire stop est compliqué, de refuser à un couple une xème prise en charge, c'est compliqué. Mais je pense que ce qu'on peut dire, sans leur refuser, c'est leur dire, on ne vous conseille pas. Ça ne nous paraît pas une bonne solution, mais peut-être pas leur fermer la porte. Ou alors leur ouvrir une autre porte et leur ouvrir la possibilité de voir une vie sans enfant ou une vie avec une occupation, leur mettre en valeur, je sais pas, leur métier, leur famille, leur couple, pour essayer de justement ne pas s'user jusqu'à une rupture, parce que c'est là où probablement ça devient le plus compliqué. Mais je sais que c'est difficile. Je suis, quand je les vois s'user comme ça et réclamer une xème tentative, à essayer de les stopper, moi. Lorsque le médecin référent va présenter le cas difficile, c'est à ce moment-là, lui, qui est le moins bien placé pour prendre la décision finalement. Virginie Barollange, biologiste de la reproduction à l'hôpital Cochin. Parce qu'il y a une part d'émotion et de sentiment qui est associée, parce que souvent les couples souhaitent poursuivre. Et donc là, c'est important de se référer à l'équipe et de savoir sur des critères objectifs qu'on essaie d'être objectif, de savoir si on continue ou si on s'arrête. Donc moi, je ne peux pas dire à quel moment je mets le curseur. C'est plus savoir où on met le curseur, nous, quand le couple souhaite continuer et qu'on est dans une situation d'échec. Et quand le couple et l'équipe médicale décident ensemble d'arrêter, vient une nouvelle étape, celle de l'acceptation de l'échec, entre désespoir, incompréhension et sentiment de culpabilité. Pourquoi le corps de Solène refuse-t-il de lui donner ce que les autres ont ? Une question revient souvent chez celles qui n'y arrivent pas. Et si c'était de ma faute ? Je me suis sentie assez souvent responsable, puisqu'on a l'impression que l'embryon ne s'accroche pas à son propre corps. Et donc pourquoi cet embryon ne veut pas s'accrocher alors qu'on a tant envie qu'il s'accroche. Donc oui, beaucoup de culpabilité, énormément de culpabilité pendant tout ce parcours. Je me suis sentie donc très coupable nombre de fois sur ces échecs, parce qu'en fait, on essaye de trouver des raisons
à ces échecs. Et comme on nous remet dans des conditions normales de stimulation hormonale et qu'il n'y a pas de raison médicale que ça ne marche pas, on essaye de chercher pourquoi éventuellement chez nous ça ne marche pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez stressé, donc c'est vrai qu'il y a aussi, voilà, je m'en suis beaucoup voulu. Donc c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, on stresse quand on est stressé en se disant ça va pas marcher si tu es stressé. Donc on essaye tout plein de techniques, d'acupuncture, façon de se détendre pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais oui, il y a cette culpabilité-là en fonction de son caractère. Et puis, essayer de chercher en effet pourquoi ça ne fonctionne pas, sans trouver de réponse d'ailleurs. Il y a beaucoup de culpabilité qui tourne autour de la PMA et des échecs de PMA. Serge Effez, psychiatre, responsable de l'unité de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Déjà, rien que le fait de pratiquer la PMA et de ne pas être capable d'avoir une grossesse naturelle, comme tout le monde, comme la nature le veut, est déjà une source de culpabilité chez beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi, mais enfin, principalement les femmes, bien sûr. Et puis, la culpabilité peut s'accrocher sur un peu n'importe quoi, sur l'idée, par exemple, que la médecine est toute puissante aujourd'hui et que donc la médecine, elle connaît pas de faille, elle connaît pas d'erreur. Donc, si ça marche pas, c'est pas la faute des médecins, c'est pas la faute de ce qui se passe sur la table d'examen, c'est la faute à elle, c'est la faute des femmes qui ne sont pas suffisamment compliantes ou qui ne se soumettent pas suffisamment au protocole médical. Il peut y avoir des culpabilités liées à tout ce qui s'est passé avant. Souvent, les femmes qui ont recours à des PMA, c'est des femmes qui sont un petit peu plus âgées, donc elles vont commencer à se dire « mais pourquoi est-ce que j'ai attendu si tard ?» Et là, ça peut faire surgir aussi des problèmes conjugaux et la culpabilité du conjoint, qu'ils ont mis peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de décider de faire un enfant, et puis ils se rendent compte que peut-être ça aurait été plus facile quelques années avant. La culpabilité, ça peut être tout le parcours gynécologique de ces femmes. Parfois, elles ont eu une IVG quand elles avaient 20 ans, 25 ans. Et donc, elles se disent, bien sûr, c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai commis cet acte-là que maintenant, il y a comme une vengeance divine qui m'interdit d'avoir des enfants. Et puis, il y a aussi la culpabilité, alors là, qui est très largement diffusée dans les médias sur la corrélation psychosomatique, on va dire, auquel tout le monde est sensible aujourd'hui. Donc, c'est parce que je suis trop stressé, c'est parce que je le veux pas vraiment, c'est parce que ma grand-mère elle-même avait eu des problèmes à avoir des enfants et donc ça me le transmet inconsciemment. Bref, on peut faire feu de tout bois pour se sentir coupable si la PMA ne marche pas. On a beaucoup de colère dans ce parcours. On se dit pourquoi pas moi ? Je m'en suis voulu principalement, là en disant que j'y arrive pas, donc plutôt de la culpabilité. Mais j'en ai voulu un peu aux médecins parce qu'ils m'ont toujours dit que ça allait marcher. Alors on a aussi besoin d'entendre ça. C'est là où c'est très compliqué, c'est qu'on a aussi besoin d'entendre ça, que ça va marcher. Mais c'est très compliqué du coup quand ça marche pas. On ressent ça comme de l'injustice puisque c'est quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose où on se dit on n'a qu'à faire ça pour y arriver. C'est quelque chose normalement qui arrive naturellement. Et en même temps, vous pouvez pas vraiment agir dessus. Donc on ressent ça comme une injustice. Le revers de la culpabilité, c'est le sentiment victimaire. C'est exactement c'est la même dynamique. Le coupable et la victime, c'est-à-dire c'est une oscillation entre je suis responsable de tout, tout est de ma faute, et je ne suis responsable de rien et je suis une pauvre victime. Une victime de la médecine, une victime du sort, une victime de ma mère qui ne m'a pas assez aimé, une victime de la société qui empêche les femmes d'avoir des enfants trop tôt, etc. C'est-à-dire qu'on peut trouver toutes les raisons pour retourner la culpabilité et la projeter sur les autres, sur son entourage, sur les médecins, sur la famille, sur l'histoire, sur la malchance, sur tout ce qu'on veut. Et effectivement, la culpabilité est un sentiment insupportable, donc le sentiment victimaire permet de la soulager. Rien n'est de ma faute, c'est la faute des autres. Après plus de 5 ans de tentatives, Solène et Henri ne semblent pas prêts à faire le deuil de leur parentalité. Comment y arriver quand on entrevoit encore un espoir ?
De leur voyage en Espagne, il reste un embryon. Une dernière possibilité, une ultime chance. Toutes ces années de parcours n'ont rien changé, mon désir d'enfant. En rien. C'est-à-dire que j'en ai envie comme au premier jour où j'ai arrêté la pilule. Après ce dernier échec, j'ai expliqué à Henri qu'on irait jusqu'au bout. Sauf que moi, en tout cas, là maintenant tout de suite, j'en ai pas la force. Je n'ai jamais imaginé ma vie sans enfant. Et à ce dernier échec, je me suis dit, il va falloir que tu t'y fasses. Il va falloir que tu te prépares à faire une vie sans enfant, mais sans savoir comment je serais capable de surmonter ça. En me raccrochant pas mal à notre couple, où on ne s'ennuie jamais depuis 17 ans. Donc en se disant, voilà, on peut continuer comme ça, ce bonheur-là déjà qu'on a, mais en sachant pertinemment qu'il nous manquera quand même toujours quelque chose. Toujours. Vous venez d'écouter Parcours, un podcast de Rachel Trèves, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Sarah Koskiewicz, Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Vincent Pellegrino. La musique a été composée par Diane Frances.